une thématique certainement qui traverse l'ensemble de ces films et qui est liée à la spécificité de la langue hébraïque devenue moderne, c'est évidemment la présence du sacré dans cette langue. Ça a été beaucoup dit ici et dans les autres films également. Ce qui est une chose peu banale dans mon séminaire en fin de journée, dont un certain nombre de chercheurs sont ici maintenant, je disais, imaginez qu'on écrive aujourd'hui des polars, des romans policiers en latin d'église. C'est à peu près la situation dans laquelle se sont trouvés un certain nombre d'écrivains israéliens de langue hébraïque moderne lorsqu'ils se sont interrogés sur ce qu'était cette langue. Je me souviens, puisque le film s'est terminé avec le traducteur de Hanoch Levin en arabe, qui rappelle qu'il a été étudiant à Haïfa, peut-être bien qu'à Haïfa il a été étudiant du grand romancier que vous connaissez, à Beit Yehoshua, professeur à Haïfa, au département de littérature comparée, qui me disait, il y a 30 ans, quand nous nous sommes rencontrés, un écrivain français ne peut pas comprendre ce que c'est que de ne pas pouvoir à la fois toucher la maison d'un écrivain du 19e, du 18e, du 17e siècle. Quand je suis à Paris, tout, à Paris ou ailleurs en France, en Italie, en Angleterre, je peux aller voir les lieux où ont rôdé les écrivains, les mots de la langue, je les retrouve, et il y a une continuation. Il me disait que pour lui, il y avait eu une rupture. Il y a cette langue qui était là, sa sacralité ancienne, et il y a sa renaissance, telle qu'elle a été racontée à plusieurs reprises. Et je pense que cet impact à la fois du sacré d'une part, et ici également dans le film, notre aspect, le politique, la présence du politique dans la langue, sont des choses très très importantes et qui ont beaucoup tracassé les écrivains, enfin, un certain nombre d'écrivains de la langue hébraïque moderne. Je vous dirais, puisqu'elle reste silencieuse, qu'elle souhaite que je continue à parler pour l'instant, qu'il y a un autre aspect, si vous voulez, diagonal, enfin qui traverse tout ce film pour moi, mais qui se trouve peut-être un peu plus dans ma tête, encore qu'il est présent également dans en tout cas chez plusieurs personnes qui interviennent ici, c'est l'oralité. Une langue. Bon, la traductrice allemande vers l'allemand en parle très très bien, une langue qui est dans sa vie orale. Pourquoi ? Parce que comme Nourit Aviv nous présente, en tout cas dans ce film-ci, si je ne me trompe pas, uniquement des femmes et des hommes qui traduisent. Le titre, c'est traduire, c'est-à-dire qui ont, certes, elle l'explique, un rapport à l'oralité de la langue, par sa musique, mais néanmoins, ce sont des femmes et des hommes qui travaillent dans l'écriture d'une langue, dans le passage d'une langue à l'autre par l'écrit. Et si vous voulez, c'est vrai que j'ai été frappé par ce qui a pu être dit sur l'oralité par ces artisans, ces artistes de la traversée d'une langue à l'autre. Peut-être simplement pour des raisons biographiques que Nourit Aviv connaît, c'est que moi j'ai été éduqué en 4 langues, presque en 5 langues, dans un univers de... C'est quoi la 5e ? L'allemand. L'allemand pour tout le temps dire que c'était pas du yiddish et que le yiddish n'était pas de l'allemand, mais que ça se ressemblait quand même. Donc il y avait, pour préciser, puisque je suis né en Belgique, à Anvers, il y avait le français qui était ma langue maternelle, le yiddish qui était ma langue paternelle et grand-maternelle, ma grand-mère et mon père avec qui je parlais yiddish, le néerlandais, le flamand, qui était la langue de l'environnement, l'hébreu qui était la langue que je voulais surtout pas apprendre à l'école, et en effet la 5e langue, l'allemand, parce que quand je disais mal un mot, on me disait non, yiddish on dit comme ça, c'est pas de l'allemand, etc. Et comme le flamand n'est pas très loin de l'allemand et du yiddish. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que dans mon expérience, qui m'a donc été réveillée, en tout cas qui a été évoquée pour moi par la puissance des images de Nourit Aviv ici, c'est que mon univers était un univers de totale oralité. Et donc, ce qu'on dit les unes ou les autres, en tout cas, c'est vrai très très bien, la dame, voilà, sur l'importance de l'oralité pour pouvoir traduire et sentir une langue,
c'est quelque chose qui a traversé toute mon enfance dans un monde où personne ne traduisait rien, et d'ailleurs globalement dans un monde où personne ne lisait rien non plus, puisque je ne viens pas d'un monde d'univers lettré, et où j'aimerais insister, ça nous ramènerait à une anthropologie plus générale, telle que Claude Lévi-Strauss ou d'autres ont pu la faire, que la précision, l'exactitude, la nécessité qu'un mot soit exactement ce mot-là et pas un autre, tracasse autant une société dont tout le fonctionnement est oral que de très grands écrivains qui eux-mêmes peuvent être quelquefois traducteurs d'une langue à l'autre, ou les traductrices et les traducteurs professionnels qu'on a ici. C'est ça que ça m'a également évoqué. Tout ce travail, ou aussi l'américaine qui dit tout le travail qui a été fait pour trouver exactement ce mot, et sous ce mot il y a l'aspect sacré, il y a toutes les tonalités qu'on veut retrouver. En fait, ce sont des tracas qu'ont également des femmes et des hommes, qu'on considère comme des gens de peu, souvent, des gens simples, qui ne lisent pas, qui n'écrivent pas, qui ne traduisent pas, et qui ont dans leur vie quotidienne constamment le souci du mot juste. Donc il y a quelque chose dans la langue des êtres humains et telle qu'ils la pratiquent, qui semble être lié à une expérience intérieure, qui fait peut-être que la linguistique a aussi été le moteur des sciences humaines au XIXe et au XXe siècle. C'est-à-dire que la langue est le lieu, c'est peut-être pour ça que Maurice David s'en est souvent occupé, le lieu où se croisent à la fois l'histoire individuelle et l'histoire collective, qu'on ne parle pas seul, qu'on peut se parler à soi-même, qu'on peut parler dans ses rêves. Quelle langue? Plusieurs langues. Moi, j'ai eu des confidences, quelquefois même de mes enfants, avec qui j'ai pu dormir quelquefois, qui me disent « Tiens, tu parles drôlement clairement quand tu dors. » Quelle langue? Oh, je crois que pour être compris par ses voisines ou ses voisins quand on dort, il faut mieux parler une langue qui existe. En tout cas, nourrite. Moi, je ne parle pas. Hein. La règle de jeu, peut-être, on n'a pas assez joué avant, mais c'est qu'on m'a demandé une question, vous, mais bon. Et, puisqu'il a oublié la règle de jeu. Non, j'ai une question à poser à Maurice David, qui est une question extrêmement indiscrète. Oui. Ce matin, nous avons eu une conversation téléphonique. Au cours de cette conversation, elle m'a fait observer, ce qui était rigoureusement exact, que nous étions au fil des ans, parce qu'on se connaît depuis longtemps, et je l'ai rencontré à mon séminaire, une année où je faisais cours à l'école des hautes études sur des textes de pères de l'Église qui parlent d'hébreu et qui essayent de comprendre quel est le rôle et les fonctions et le statut de l'hébreu à l'intérieur des constructions, des élaborations théologiques chrétiennes. Elle était là. Elle a complètement détourné le séminaire parce qu'à un moment, il était question de circoncision chez ces pères de l'Église, parce que la circoncision est liée à des affaires de langue, en tout cas chez les pères de l'Église. Et elle a fait un vrai détournement de séminaire en me disant « Est-ce que vous ne pourriez pas nous parler un peu plus de la circoncision ?» Je ne savais pas pourquoi, j'ai compris plus tard. Et donc, ce matin, au téléphone, elle m'a dit « Au fil des ans, nous sommes passés du tutoiement, on s'est tutoyé, on s'est voyé, vous voyez, et je ne sais plus où on en est. » Alors j'étais un peu gêné, j'ai commencé par lui dire, elle me dit, là vous préférez le tutoiement. Moi je lui dis, bon, il existe. Moi j'ai toujours eu un mouvement de la proximité, c'est-à-dire qu'il y a toujours existé des femmes et des hommes dont j'étais très proche et pendant de très longues années, donc plus longtemps qu'on se connaît, et où le mouvement est toujours resté. Et donc voici ma question indiscrète, je me suis mis ce matin à rêver, parce qu'elle m'a dit, ah mais mon prochain film peut-être, parce qu'elle avait lu des textes que j'ai fait. Non, je ne le dis pas, mais je lui pose la question. Si j'étais producteur et que j'avais de l'argent, même je lui commanderais ce film, parce que là c'est un grand objet international. Un film qui essaierait de comprendre, mais à tous ces niveaux de feuilletage qui sont nombreux, qu'est-ce qui se passe dans les langues où on tutoie, dans les langues où on vous voit, comment on passe de l'un à l'autre, est-ce qu'on tutoie Dieu dans les langues où il n'y a pas de vouvoiement, est-ce que toutes les questions du tu et du vous, je rappelle qu'en hébreu on tutoie, comme en anglais, il n'y a pas de vouvoiement. En anglais, c'est pas en fait les tu, c'est pas un vous. D'où il y a des anglicistes meilleurs que moi, mais en tout cas, quelque chose, un film qui essaierait de nous raconter par la voix
aussi bien dans la vie quotidienne que dans la grande littérature, le rapport entre aussi toutes les langues, où il y a peut-être aussi, parce que après moi je ne suis pas linguiste, je fais une étude d'histoire des idées linguistiques, je ne suis pas linguiste, il y a peut-être des langues aussi où il n'y a ni tu ni vous, mais encore autre chose. Donc de faire, voilà, de faire un tour non exhaustif, mais néanmoins avec un certain nombre de choix de cela, est-ce que ce serait, question que je pose à Norita Vive, quelque chose qui aurait du sens pour vous, pour toi? Pour vous, pour toi. Et est-ce que tu y avais déjà pensé? Ce qui est bien, qu'on me propose depuis un moment, on me propose plein de films à faire. Alors en fait, vous ne savez pas que je fais tous ces tralala autour de films, que je dis, bon, quel est mon prochain film, quel est mon prochain film. Je ne dois pas m'inquiéter, on me propose déjà la deuxième possibilité de faire un film. Et il y a un autre film que 3 personnes dans 3 moments différents m'ont proposé de faire. Sur le tutoiement? Non, non, pas du tout. Ça, c'est pour la première fois. Et non, parce que c'était. On a toujours aimé. Parce qu'en effet, en hébreu, il n'y a pas le vouvoiement du tout. Hein. Il n'y a pas. Et on tutoie Dieu aussi. Tutoie Dieu. En plus, on lui dit comment tu m'as fait. C'est pas. Il jette des pierres. Oui. Il y a même, oui, c'est ça. Donc il n'y a pas. Et voilà, donc c'était le va-et-vient. On a dit voilà, c'est une question de traduction d'une culture différente.